Bonjour Manon Aubry, Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais à l'instant, Gabriel Attal est donc le nouveau Premier ministre de la France. Est-ce que c'est un bon choix ? C'est un pur produit de la Macronie. Gabriel Attal, finalement, c'est confortable pour Emmanuel Macron. Il a nommé en quelque sorte son clone à Matignon, qui, si on regarde ses faits d'armes, en dehors du fait qu'il n'a jamais, je crois, quitté le 6e ou le 7e arrondissement de Paris, mais il a été secrétaire d'État à la jeunesse et a fait le SNU, le service militaire pour les jeunes. Il a été ministre du budget et a appliqué des coupes budgétaires. Et puis, ministre de l'Éducation, certes, un temps assez court, mais s'est obsédé sur l'abaya, sans donner de réponse, notamment sur le nombre de professeurs présents devant les élèves. Donc voilà, Gabriel Attal, à la fin, on peut changer la cour, mais si on ne change pas le roi, on sait très bien que c'est Emmanuel Macron qui va décider. Vous l'avez vous-même connu sur les bancs de Sciences Po. Vous en gardez quelle image, quel souvenir ? Vous savez, Gabriel Attal, c'était celui, quand on débarque, moi je débarquais de ma province à Sciences Po, c'était celui dont on pouvait sentir l'ambition. Et clairement, on n'a pas évolué dans le même monde, on venait pas du même milieu. Et je crois, entre l'école alsacienne qu'il a faite, il n'a jamais connu l'école publique, puis ensuite ses différentes responsabilités. Mais au final, il n'a jamais travaillé, Gabriel Attal. Moi, j'ai ensuite travaillé en ONG, dans le secteur... Vous dites quoi, là ? Vous nous dites que c'est un petit marquis, Gabriel Attal ? Vous savez, c'est surtout un outil assez confortable pour Emmanuel Macron qui va appliquer la feuille de route, qui ne va pas changer d'un iota, qui va continuer des coupes budgétaires. Et puis surtout, c'est pas un Premier ministre, Gabriel Attal, c'est le premier dégaineur de 49.3. On va voir s'il va battre le dernier record d'Elisabeth Borne. Voilà, je pense qu'au final, rien ne va changer. Et surtout, je pense que les gens qui nous regardent, ils s'en foutent un peu du nom du Premier ministre. La question qui est posée, c'est qu'est-ce qui va être fait face à l'explosion des prix ? Est-ce que les prix vont être bloqués, des produits de première nécessité ? Et pendant qu'on a une poignée qui s'enrichit d'actionnaires, 97 milliards d'euros, plus 20% de dividendes versés aux actionnaires, eh bien, les salaires, ils suivent pas. On aurait tous aimé que les salaires augmentent de 20%, mais c'est pas le cas. Vous attendez quoi de la composition du gouvernement ? À vous entendre, pas grand-chose. Si déjà la nomination du Premier ministre vous fait pas la première question bouger. que je me pose, c'est est-ce que de nouveau, le fait d'être un repris de justice ou poursuivi par la justice va être un critère d'entrée au gouvernement ? Puisque entre Olivier Dussopt qui fait face à un procès pour favoritisme... Oui, il aura d'ailleurs le jugement. Exactement, la décision, ce sera le 17 janvier. Éric Dupond-Moretti. Et on ne sait pas à ce stade s'il sera encore au gouvernement. Éric Dupond-Moretti qui a fait face à la Cour de justice il a été blanchi pour la République. Il n'a pas tout à fait été blanchi. Dans le cadre, on avait déjà eu l'occasion d'en parler, d'une justice d'exception. Il n'a été pas jugé en réalité par des juges, mais par... oui, mais enfin, peu importe, il a été jugé innocent, voyez, si je puis me permettre. Faisons la liste, Alix Bouillet, François de Rugy, Gérald Darmanin, Marlène Schiappa, Damien Abad, je cite des anciens ministres, des ministres en exercice, tous ont eu affaire à un moment ou à un autre à la justice. Et le dernier en date, Gérald Darmanin, dont on a appris de la part de Mediapart, qui l'aide en réalité les filières fiscaux. On va en parler. Donc clairement, vous nous dites ce matin, Gérald Darmanin, il n'a pas sa place au sein du gouvernement. Non, il s'est auto-renommé. À double titre. Non seulement parce que, en tant que ministre du budget, il a aidé le PSG à ne pas payer d'impôts, mais aussi également parce que Gérald Darmanin, c'est celui qui a copié-collé le programme du Rassemblement national dans le cadre de la loi immigration. Et j'appelle d'ailleurs toutes et tous à se rassembler ce dimanche 14 janvier et le dimanche 21 janvier, à l'appel notamment des organisations syndicales pour une grande mobilisation contre la loi immigration, qui est une loi xénophobe, ni plus ni moins. Alors, pour comprendre ce dont vous parlez et qui concerne le PSG, parce qu'on ne peut pas forcément toujours voir le rapport entre le ministère de l'Intérieur, ou en tout cas le gouvernement, c'est pour ça, je vais un peu recadrer pour nos téléspectateurs. Vous avez donc saisi la justice pour des soupçons de complicité, de fraude fiscale, donc qui impliquerait Gérald Darmanin et le Paris Saint-Germain. Vous vous appuyez alors sur une enquête de Mediapart qui affirme que Gérald Darmanin aurait aidé le club parisien à ne pas payer des milliers d'impôts de taxes au moment du transfert de Neymar. C'était en 2017 et à l'époque, Gérald Darmanin, il était ministre des Comptes publics. Sur quoi vous vous basez pour déposer cette plainte ?
En réalité, cela devrait être une affaire d'État. On a un ministre du budget, Gérald Darmanin, à cette époque, qui a aidé le Paris Saint-Germain, le club de foot, à ne pas payer entre 67 millions d'euros. Il ne s'agit pas de milliers, mais de millions d'euros, entre 67 millions d'euros et 224 millions d'euros pour le transfert de Neymar. Et effectivement, qui aurait coûté 222 millions d'euros au PSG. C'était le transfert le plus cher de l'histoire du foot. Et sur lesquels le PSG n'a pas payé un seul euro d'impôts ni de cotisations sociales par l'intervention directe de Gérald Darmanin. Donc, je pose la question aujourd'hui sur la responsabilité, et aucun ministre, a fortiori un ministre du budget, ne doit être au-dessus des lois. Un ministre du budget, c'est fait que tout un chacun paye ses impôts, non pour aider les puissants, et en l'occurrence le Paris Saint-Germain et derrière le Qatar, à ne pas payer d'impôts. C'est un scandale d'État, raison pour laquelle j'ai saisi la procureure de la République pour complicité de fraude fiscale, et j'espère qu'il y aura une enquête judiciaire et que Gérald Darmanin devra répondre de ces faits qui sont extrêmement graves. Votre objectif, c'est qu'il sorte du gouvernement ? Mais c'est pas seulement qu'il sorte du gouvernement, c'est qu'il rende des comptes. Aujourd'hui, quand vous avez un ministre qui est censé faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et qui aide les puissants à ne pas faire rentrer d'argent dans les caisses de l'État. Et vous, on vient vous poursuivre quand vous n'avez pas payé votre PV ou quand vous n'avez pas payé vos impôts. On paye notre TVA au quotidien, qui est le premier impôt. Et puis, vous avez une minorité de puissants qui ne payent pas d'impôts. C'est insupportable. Et c'est encore plus insupportable qu'il y ait des ministres qui les aident. On ferme la parenthèse. Dans quelques jours, Gabriel Attal fera un discours de politique générale. Est-ce que vous souhaitez qu'il demande le vote de confiance ? Oui, je souhaite qu'il demande le vote de confiance. Écoutez, dans toutes les démocraties du monde, un gouvernement fraîchement nommé vient devant le Parlement pour solliciter un vote de confiance. Vous savez, ce n'est pas à la faveur du monarque que l'on gouverne un pays, mais c'est au vote du Parlement. Et c'est ce que nous demandons. Oui, sauf que la tenue d'un vote de confiance est prévue dans la Constitution, mais c'est absolument pas une obligation constitutionnelle et c'est ni une obligation légale. Donc rien n'oblige Gabriel Attal à le faire. D'abord, ça ne veut pas dire que c'est souhaitable. Et puis, quasiment... Non, mais il y a une Constitution. Quasiment... Mais la Constitution prévoit aussi ce vote de confiance. Et vous savez, c'est ce qu'ont fait tous les premiers ministres qui ont précédé Elisabeth Borne. Elisabeth Borne a cassé... Oui, mais il y a une majorité relative, forcément. Eh bien, ça freine peut-être sans doute... Pardon, mais c'est la démocratie. Ouais. C'est la démocratie. Aujourd'hui, à quoi sert un vote de confiance ? Ça sert à savoir qui se place dans l'opposition et qui se place en soutien au gouvernement. C'est un cadre démocratique. Je pense que c'est la moindre des choses. Et si... Gabriel Attal est si jeune, si moderne, que l'on veut l'affirmer comme je l'entends parfois dans les médias, alors il ne doit pas revenir à des méthodes politiques d'un autre temps et qui sortent du cadre démocratique. Donc la moindre des choses, c'est en effet qu'il se soumette à ce vote de confiance. Quoi qu'il arrive, nous déposerons une motion de censure. Voilà, vous déposerez une motion de censure. Pas quoi qu'il arrive. Oui, bien évidemment. Si cette motion, j'entends. Aucun des autres groupes de la NUP n'a défendu justement l'idée de cette motion de censure. Vous êtes les seuls sur ce créneau-là. C'est encore une gauche divisée. C'est pas vrai. J'ai entendu Olivier Faure dire lui aussi qu'il souhaitait un vote de confiance et que sinon la question d'une motion de censure se poserait. Et j'en profite de cette antenne pour tendre la main à Olivier Faure, au reste de la NUPES, qui, je crois, aujourd'hui, sont dans une opposition très claire et résolue au gouvernement, là où j'ai entendu le Rassemblement national dire qu'en fait, finalement, le vote de confiance n'était pas si important. Maintenant, de toute façon, depuis qu'ils votent les lois du gouvernement, notamment la loi immigration, finalement, on voit qu'ils commencent à faire partie de la majorité. Une gauche qui est aussi divisée sur le front des européennes. Emmanuel Macron a clairement désigné son adversaire, qui est le RN. La gauche, elle semble totalement hors jeu dans cette séquence électorale. Non, la gauche n'est pas hors jeu dans cette séquence électorale. J'ai été désignée chef de file d'une campagne. Donc vous serez quoi qu'il arrive tête de liste aux européennes dans 5 mois. Notre liste à la mi-mars, l'ensemble de la liste, avec un objectif très clair qui est celui de porter le programme de la NUPES aux élections européennes. Et je continue à tendre la main à toutes celles et à tous ceux qui s'y retrouvent, à des élus, à des sympathisants, à des militants qui ont cru au programme de la NUPES. Et face à l'arnaque sociale d'un Rassemblement national, d'un Jordan Bardella qui, excusez-moi du peu, a déposé 21 amendements en 4 ans quand j'en ai déposé plus de 3260, non seulement ils ne défendent pas les droits des travailleurs, mais ils sont une arnaque. Nous nous battrons contre ça. Et vous savez, on présente le duo Jordan Bardella, Gabriel Attal. En réalité, ce sont plutôt des jumeaux. Et nous nous préparons à les affronter
avec des propositions très claires en mettant la question du pouvoir d'achat et de la vie chère 30 secondes. Pourquoi vous vous ralliez pas à Raphaël Glucksmann? Il devance tous les autres partis de gauche, il est à 9%. Mais vous savez, pourquoi est-ce que vous n'allez pas vers lui en disant faisons ami-ami? Mais qui propose depuis des mois que nous ayons une liste commune de la NUPES? Raphaël Glucksmann non seulement l'a refusé, mais c'est toujours porté en opposition. La NUPES, c'est ce qui nous a permis d'élire 151 députés il y a un an, de ramener l'espoir à gauche, et je le dis, la NUPES et l'union de la gauche, ça reste la seule voie, cette unité, pour gagner les élections, la main reste tendue. Entendu ce matin, merci beaucoup Manon Aubry. Bonne